Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la 2STV. Pour ce numéro de Actu Show, nous avons opté pour une radioscopie complète d'une brûlante et troublante actualité politique. Babacar Justin Ndiaye, analyste politique et journaliste, a accepté de se prêter au jeu. Babacar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Quand vous scrutez l'horizon de la famille libérale, est-ce que vous nourrissez des inquiétudes par rapport à la gestion de ce pays et par rapport à l'avenir de ce pays? Bon, l'avenir est du ressort du bon Dieu. Toutefois, la famille libérale est une famille très grande. C'est une famille qui a, si vous voulez, gouverné ce pays pendant une décennie. C'est une famille qui a connu, bien entendu, des péripéties et des secousses internes extraordinaires, mais c'est aussi une famille qui affiche une vitalité extraordinaire. Et elle était plus ou moins orpheline. Aujourd'hui, le patriarche, donc le père de famille, est de retour. Je crois que c'est un élément de nature à requinquer cette famille, à la remettre en ordre de bataille et à cimenter sa cohésion. Une famille libérale qui n'a pas su résister aux rebuts du pouvoir, elle s'est transformée en un serpent à trois têtes. Mais avant d'en venir à ce décortiquage profond de l'actualité de cette semaine, je vous propose de revenir sur le menu politique. Le débat autour de la délivrance de l'autorisation de vol est dépassé. Le retour de Abdoulaye Wade est confirmé. L'annonce de son départ de l'aéroport de Casablanca fait jaillir l'espoir dans le cœur des militants. Des sympathisants surexcités font le siège de la permanence Oumar Lamine Badji et de ses environs. Un spectacle encadré par un impressionnant mais très responsable dispositif sécuritaire. Donc, Madame Aéroport, nous jëli le président, nous jëli le président. Des hommes politiques et autres artistes sont préposés à l'animation. Les leaders du Parti démocratique sénégalais se relaient sur la tribune. L'objectif est de tenir le public en haleine. La formation libérale joue ce jour sa crédibilité. Il faut absolument gagner la bataille de la mobilisation. Le peuple sénégalais a rendu son verdict. Dakar Togna, Sénégal Togna, Dakar Togna. La majorité a changé de camp. Des fils bannis refont leur entrée sur la scène libérale. Le public exige le retour dans la maison du père. Les jalons des retrouvailles sont en train d'être esquissés. Nous de la famille libérale, nous devons nous donner la main pour sauvegarder l'héritage du président Wade. Et je serai toujours dans cette dynamique parce que moi je ne suis pas en traître. De nombreuses fausses alertes annoncent l'arrivée à Dakar de l'ancien président Abdoulaye Wade. La foule ne cesse de grossir. La longue attente n'aura point entamé leur détermination. La ferveur militante monte crescendo. Abdoulaye Wade est en terrain conquis. Il peut dérouler son schéma politique. Les populations sont sorties massivement pour seul but aujourd'hui manifester, organiser derrière le président Wade. Waa Fatick la ñu jóge ñoom jàppale si Abdoulaye Wade ci kaso waaw.
23h10, la patience des conquérants de la voie de dégagement nord va enfin être récompensée. Le leader du SOPI est enfin là. Les militants entrent en transe. Le chief commander de la barque libérale est de retour. Je suis absenté pour ne pas gêner mon successeur. Parce que je disais, il peut réussir comme il peut échouer. Si je suis là, s'il échoue, il ira forcément. Mais comme je n'étais pas là, je crois qu'il est le seul responsable de ces résultats, ou plus exactement de son absence de résultats. Et j'ajoute que j'ai senti à distance les souffrances du peuple dans toutes ses composantes. Les étudiants qui sont privés de tous les avantages que j'avais donnés à l'université. Les bourses et les aides. Les paysans que j'ai voulu aider en offrant des véhicules de transport, non pas à chaque village, je ne pouvais pas le faire, mais au gros village. Et j'ai fait voter un budget par l'Assemblée nationale. Et Macky Sall a arraché ces véhicules. Seulement, les paysans auraient dû aller devant les tribunaux, parce que c'est une loi qui leur a donné ces voitures. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de leader pour mener cette bataille. De manière générale, tous les avantages que j'avais accordés ont été supprimés. Mais le plus grave, c'est alors que j'étais dans de bonnes dispositions, tout en gardant mon indépendance et celle de mon parti, à aider Macky Sall à réussir ce qu'il ne peut pas inventer. C'était ça ma prédisposition au départ. Malheureusement, il a préféré déclencher une chasse aux sorcières en faisant une liste de 25 personnalités de mon régime, en les empêchant de sortir du Sénégal et en enfermant certains, sans aucune base légale. Alors, c'est en écoutant les souffrances de mon peuple aussi que j'ai décidé de venir pour l'écouter et pour lui indiquer les solutions, parce que les solutions, elles existent. Quant à l'autre, le soi-disant père, l'homme de tous les protocoles avec lui, le protocole de Rebels, le protocole, l'homme qui est inextricablement, dont le nom sera inextricablement lié dans l'histoire du Sénégal à l'assassinat de Maître Sey, dont le nom sera lié à l'agression contre Talla Sylla, dont le lourd règne a été ponctué par des agressions sans nom contre les journalistes, le saccage des locaux de l'AS, de 24 heures chrono. Cet homme qui a eu l'occasion de faire du Sénégal un Eldorado parce que tous les Sénégalais et surtout la jeunesse étaient debout derrière lui et debout pour l'accompagner, mais qui a laissé son nom attaché au désastre du Joola par négligence, dont le règne est ponctué de malversations terribles, parce que vous avez découvert la caverne de Ali Baba et des 1000 voleurs. Ouais. Puisque si Mme Aïda Diong seule
peut être accusée d'avoir pris 45 milliards de nos francs CFA sans qu'elle puisse dire quel service elle a rendu, quelle chaise elle a vendue pour pouvoir faire un tel bénéfice, quelle voiture elle a fabriquée, quelle maison elle a construite pour pouvoir vraiment, quel service elle a rendu au Sénégal ou aux Sénégalais pour dire qu'elle a eu 45 milliards. Alors imaginez qu'Aïda Diong ait 45 milliards et les autres. Et c'est ce qui volait en jet privé. Quand un tel monsieur qui a saccagé la presse, qui a dénigré la presse, vient dans le pays, on est désolé quand même de constater que la presse a été pendant quelques jours dans ce feuilleton créé de toutes pièces par Maître pour venir perturber le Sénégal, sans ce faux suspense. Nous mettons en garde Abdoulaye Wade et le Parti démocratique sénégalais que rien ni personne ne pourra détourner le Sénégal dans la voie qu'il s'est tracée, c'est-à-dire aller vers l'émergence. Le président Macky Sall n'est soucieux, le souci du président Macky Sall n'est rien d'autre que de travailler pour que le Sénégal aille vers l'émergence à travers le plan Sénégal émergent. Mais nous n'accepterons pas que l'ordre public soit troublé par qui que ce soit. Maintenant, comme Abdoulaye Wade se comporte en homme politique, il trouvera en face des hommes politiques qui donneront des réponses à la hauteur des provocations qu'il va faire. Nous tenons aussi à dire que Abdoulaye Wade aujourd'hui, son rôle devrait être un rôle de travail pour conseiller l'actuel régime à réussir. Parce que 65% des Sénégalais ont dit à Abdoulaye Wade et à son régime qu'ils ne voudraient plus de lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à 90 ans que Abdoulaye Wade vient au Sénégal pour essayer de mettre le pays sens dessus. En tout cas, nous sommes des républicains, nous allons travailler à être conscients de nos responsabilités, nous le savons. Mais quand même, nous sommes aussi des hommes politiques. Nous avons travaillé à élire un président de la République. Nous allons consolider son pouvoir en l'accompagnant, mais aussi en étant ferme sur certaines questions. Alors, la question du retour de Abdoulaye Wade va être traitée en deux temps. La première partie sera consacrée à cette polémique qui a eu autour de la délivrance de l'autorisation de vol. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui est-ce qui a essayé de jouer à un jeu de dupes? Bon, mon volume d'information et mon niveau d'information ne me permettent pas d'être catégorique, d'avoir une réponse abrupte pour votre question. Ce dont je suis sûr, c'est que ce sont des péripéties qui sont derrière nous, qui avaient à la fois un caractère technique indiscutable. Et politique aussi. Oui, j'arrive. Un caractère technique indiscutable, car il s'agit de l'aviation civile. Il s'agit également d'un moyen de transport qui allait survoler des pays qui sont souverains. Je pense à la Mauritanie, je pense aussi au territoire marocain. Alors, il y a certainement un soubassement politique plus ou moins obscur. Mais à la limite, ça c'est inhérent à des situations qui sont des situations d'adversité politique, mais que la démocratie peut prendre en charge. Moi, je n'ai pas des soucis particulièrement alarmistes à propos de ces péripéties-là. Une démocratie, quand elle est en bonne santé, quand elle est au beau fixe, au plan de la santé justement, quand sa vitalité est évidente, patente, alors une démocratie comme ça peut prendre en charge les péripéties. Vous savez, quelqu'un disait, lorsqu'on opte pour la démocratie, passez-moi l'expression, on accepte aussi les emmerdements qui vont avec. C'est pourquoi il n'est pas facile d'être démocrate. Un démocrate ne doit pas être un alarmiste. Un démocrate ne doit pas paniquer. Alors donc, encore une fois, quand on opte pour la démocratie, passez-moi l'expression, on opte pour les emmerdements qui lui sont consubstantiels. Naturellement, dans les limites de la stabilité, dans les limites du respect des lois, dans les limites de la préservation de la paix sociale et de la paix civile. Ça, c'est sûr. Hein? De quand on pensait que Abdoulaye Wade a tenté de manipuler l'opinion pour faire monter la pression, pour mettre davantage la pression sur le régime de Macky Sall. Quelle est votre sentence? Ce n'est pas à exclure, c'est aussi de bonne guerre. Une politique, ça va de pair avec des recettes. C'est comme la guerre. La guerre a ses recettes tactiques, ses recettes stratégiques. La politique aussi, elle est comme ça. D'ailleurs, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens.
Je crois que la formule, elle est de Mao, et je crois savoir que Mao l'a empruntée à Clausewitz. Donc, en fait, c'est ça. Wade, il a ses astuces, il a ses artifices, il a ses coups. Ça va de pair avec des ruses aussi, la politique. Et pour caractériser Abdoulaye Wade, je peux vous donner une formule, passez-moi l'expression et pardonnez-moi son côté un peu choc. Abdoulaye Wade, 1, il est plus malin qu'une tribu de singes. Abdoulaye Wade, 2, c'est le croisé, donc le métissage, c'est le croisé du tigre et du renard. Il a tout du renard, c'est-à-dire cette ruse-là qui est digne d'un sioux, mais il a également tout du tigre, c'est-à-dire cette efficacité, le caractère redoutable de son savoir-faire politique, donc ses crocs, ses griffes, etc. Alors quand on est le croisé du tigre et du renard, on est politiquement redoutable. Donc on ne manque pas de recettes. Les Wolof diraient de femme. Était-ce dans l'intérêt de Macky Sall d'empêcher le retour de Abdoulaye Wade et de le faire passer par conséquent comme une victime? Non, l'a-t-il empêché? Je ne le crois pas. La preuve, c'est qu'il est de retour. Donc Macky Sall n'a pas empêché le retour. Mais était-ce dans son intérêt? Je crois que ce qui s'est passé, ce n'est pas un empêchement, mais c'était une volonté d'encadrement avec tout ce que cela implique comme maladresse que nous avons observé. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'interdiction proprement dite, mais on a été dans l'antichambre de l'interdiction. Alors, et ça n'a pas été bon, bien entendu, parce que dans des cas pareils, lorsque vous procédez à une interdiction, vous ouvrez la porte de l'escalade, avec toute la gamme des spirales que cela implique. Or, dans un contexte de démocratie normale, on peut faire l'économie de ces violences verbales, y compris peut-être les violences tout court qui sont sous-jacentes à la violence verbale. Alors donc, moi, ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est effectivement d'être à la hauteur des défis démocratiques, d'être à la hauteur des défis politiques. Le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. Ces gens viennent d'arriver au pouvoir, ils ne doivent pas perdre de vue que le Sénégal a une histoire, notamment une histoire récente, dont nous avons tous un excellent souvenir. Je vais vous dire quelque chose. Dans les années 80-90, le président Abdou Diouf était souvent assiégé par certains chefs d'État africains, menés par le président Omar Bongo du Gabon. Il disait à Abdou Diouf, mais non, votre démocratie sénégalaise, là, ça risque de nous contaminer, ça risque de nous déstabiliser, arrêtez ça, vous êtes le seul îlot de démocratie dans un océan de parti unique et de stabilité et de discipline de fer. Abdou Diouf leur répondait, ça c'est conforme au génie sénégalais. Je ne peux pas l'arrêter. Une démocratie, on ne l'arrête pas, on l'approfondit. C'était la réponse d'Abdou Diouf au Omar Bongo et autres là qui s'inquiétaient, et autres et Adema, qui s'inquiétaient effectivement des ondes de choc de la démocratie. Alors donc, encore une fois, il faut que Macky Sall, ses conseillers, ses collaborateurs, son gouvernement soient les dignes héritiers d'Abdou Diouf, les dignes héritiers de Senghor, c'est-à-dire qu'ils soient à la hauteur, encore une fois, des impératifs et des démocraties et des impératifs et des défis de la démocratie sénégalaise. Mais y avait-il des raisons pour le gouvernement en place de craindre un éventuel retour d'Abdoulaye Wade? D'aucuns ont qualifié ce gouvernement et ses alliés de frileux. Bon, vous savez, la frilosité, elle est là. Mais en fait, pour moi, je la balaye d'un revers de main pour convoquer tout le monde vers les obligations démocratiques du peuple sénégalais. Que le peuple sénégalais, effectivement, a les obligations démocratiques que le peuple sénégalais chérit. Voilà. Nous aimons la démocratie. Saint-Just disait, pour implanter une démocratie, il faut la faire aimer. La démocratie, ce n'est pas simplement un décor électoral, c'est-à-dire des scrutins à répétition. La démocratie, ce n'est pas simplement un appareil juridique, c'est-à-dire une foule de textes. La démocratie, c'est une affaire de sincérité. Les opposants doivent être démocrates, les gouvernants doivent être démocrates. Ce qui suppose et implique un approfondissement permanent. On a des libertés qui sont anciennes dans ce pays. Je vous rappelle que le Sénégal n'a pas attendu la chute du mur de Berlin en 1989 pour mettre en chantier sa démocratie. L'ouverture élargie a commencé en 1974. Même avant 1974, il y avait une certaine démocratie sénégalaise. Elle était dans les limbes, elle était embryonnaire, mais elle était là. Alors donc aujourd'hui, la mission pour les uns et pour les autres, quand je dis pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire les uns qui sont de l'autre côté de la barrière, et bien entendu ceux qui gouvernent. Est-ce que vous êtes en train d'accréditer la thèse selon laquelle il y a eu une entrave à l'exercice d'une liberté individuelle? Il y a un étouffement progressif des libertés. Le mur du littoral en est une parfaite illustration. Voilà un mur, un terrain qui est le fruit d'un troc entre deux États pour l'implantation d'une ambassade ici et d'une ambassade à Ankara. Bon, jusque-là, c'est classique. Les États ont des pratiques de cette nature-là. Mais
nous sommes une démocratie, la Turquie est une démocratie. On a enregistré en Turquie des manifestations liées à la défense d'un espace au cœur d'Ankara. Ici, on enregistre également des manifestations liées à la protection du littoral. Mais les gens qui habitent Fan, les gens qui habitent le Point E, ne sont pas des badauds, encore moins des vandales. C'est des bourgeois qui ont des voitures, des piscines chez eux. Mais ces gens, on n'a pas besoin de les lacrymogéner, passez-moi l'expression. Ils voulaient tout simplement manifester leur mécontentement, donc faire passer un message. On est loin des Yembel, on est loin des bidonvilles. Il n'y a pas de vandales dans le secteur du littoral. C'est des maisons cossues, huppées, bourgeoises. Deuxièmement, si le gouvernement était intelligent, passez-moi l'expression au sens machiavélique du terme, s'il était intelligent, il encouragerait en soumettre cette manifestation, histoire de faire peser sur la balance dans la négociation avec la Turquie, histoire de faire peser le poids de l'opinion publique sur la balance, en faisant comprendre aux Turcs, vous savez, je veux bien assurer la continuité de l'État à propos de cette décision-là, mais aussi, en tant que pays démocratique, j'ai mon opinion publique qui me marche sur les pieds, je suis un peu coincé. Et puis la théorie de la continuité de l'État à propos du mur du littoral, ça me fait rire. Continuité de l'État pour continuité de l'État. Avant de quitter l'État, Abdoulaye Wade avait gelé les accords de défense avec la France. Pourquoi, au nom de la continuité de l'État qu'on applique au mur, Macky Sall n'a pas maintenu le même gel? Il les a réactivés entre 2 tours d'élection en France. Alors, ouais, c'est donc dire que la continuité de l'État aussi a ses limites. La continuité ne doit pas tuer l'État. Il y a d'abord l'État avant la continuité. Mais si on veut que la continuité chapeaute l'État, ça devient un argument tiré par les cheveux et fallacieux. Mais dans le cas de Abdoulaye Wade, est-ce que vous accréditez la thèse selon laquelle il y a eu des entraves à l'exercice de ces libertés de citoyens? Non, dans le détail, je ne peux pas me prononcer parce que, n'étant ni décideur, ni responsable du PDS, donc éloigné des tractations, notamment les tractations souterraines, y compris le volet des tractations qui a eu pour cadre le Royaume du Maroc. Donc vous me demandez de répondre à des questions qui sont un peu aériennes pour moi. Et l'honnêteté intellectuelle me commande de dire « je ne sais pas ». Bon, mais en tant qu'observateur avisé et relativement averti de ce qui se passe dans mon pays, ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques difficultés. Mais tout est fini qui finit bien, tout est bien qui finit bien. Il est arrivé. Je crois que ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, le décryptage du retour d'Abdoulaye Wade. D'abord en surface et ensuite dans les entrailles de l'événement. Je crois que c'est ça qui est capital. Il est à Dakar, il a été accueilli en grande pompe par des militants et des sympathisants. En voyant un peu les images à la télévision, qu'est-ce que ces images vous inspirent comme commentaire? Alors, le retour d'Abdoulaye Wade fourmille, foisonne d'enseignements. Et je souhaite que le gouvernement de la République tire ses leçons, tire ses enseignements. Il y en a à foison, je me répète. Alors, d'abord, en surface, de prime abord, c'est un retour qui s'est déroulé de façon spectaculaire et par conséquent nous a installés dans l'antichambre d'un ouragan. L'antichambre d'un ouragan. Le lieu et l'heure sont éloquents à cet égard. La VDN, ce n'est pas Yembel. La VDN est bordée par des maisons bourgeoises, habités par des gens qui sont économiquement à l'aise ou relativement à l'aise. En tout cas, ils ne sont pas mal lotis comme les gens de la banlieue. Alors, si Abdoulaye Wade peut faire sortir des grappes humaines des maisons bourgeoises à 23h, je ne parle pas des nombreux militants du parti qui étaient à la permanence du parti. Eux, ils avaient accompli leur devoir de militants. Moi, je parle de cette marée humaine. Ces grappes qui sont sorties des maisons au fur et à mesure que le cortège avançait. D'ailleurs, un épisode cocasse et particulièrement révélateur de la magie des foules chez Abdoulaye Wade, qui a été relaté par une radio de la place, dont la ligne éditoriale n'est pas toujours favorable à Abdoulaye Wade. Alors, on nous parle d'une femme jaillie de sa chambre, en robe de chambre, pardonnez-moi l'expression, jusqu'à la rue pour applaudir Abdoulaye Wade. Assez risqué et péril, parce qu'avec les malabars qu'on avait dans la foule, il aurait pu être violé. Alors, cela veut dire donc que Abdoulaye Wade est le génie des foules, et aussi, il a la magie des foules. Mais ça, c'est une lecture, disons, de surface. Maintenant, dans les entrailles de l'événement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'événement bouscule beaucoup de clichés et brise beaucoup d'arguments. Jusqu'à une date récente, on nous disait que la traque des biens mal acquis était une demande sociale. Or, à la lumière de ce qui a été prononcé, ce qui a été répété, ce qui a été scandé comme slogan, Gorgui den Djoumon, Gorgui on en a assez, plus la ferveur tout court qui était palpable.
Mais la traque reste une demande sociale. C'est peut-être le pilotage du dossier par les autorités actuelles qui pose problème aux populations et autres observateurs. Je suis du même avis que vous. D'ailleurs, quand on parlera de l'affaire Karim, vous verrez que moi, je ne vais pas m'appesantir sur la procédure. Je suis un républicain qui ne veut pas être bavard sur les affaires qui sont pendantes devant la justice. Mais effectivement, on parlera du pilotage à géométrie variable et du pilotage lacunaire de ce dossier. Mais encore une fois, cette ferveur, plus les slogans, ont démontré amplement que la demande sociale est présentement reléguée au second, plutôt la traque des biens mal acquis est reléguée au second plan. Deuxièmement, l'argument qui pivote autour de la popularité du président de la République, qui était initialement vrai. Macky est arrivé au pouvoir avec 65% des voix. Ce qui veut dire qu'Abdoulaye Wade n'a pas été battu. Il a été largement battu. Toutefois, même si on n'a pas de sondage fiable, parce que les sondages ont des contours scientifiques qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans cette émission-là. Donc moi, je ne parle pas de sondage. Mais une chose est sûre, c'est que la marée humaine a été un échantillon remarquable du peuple sénégalais, appréciable. Et ce que la marée humaine a hurlé représente un excellent baromètre qui illustre l'érosion de l'audience du président de la République. Et ce n'est pas gênant. Et je dis au conseil du président qu'il n'est pas gênant de... L'érosion de l'audience ou un rejet par une certaine frange de la population sénégalaise de la gouvernance actuelle? Ça revient au même. Je crois que même le mot érosion est un euphémisme, c'est encore plus poli. Je pense qu'il faut faire la différence entre le chef de l'État et le mode de gouvernance. Mais qui chapeaute la gouvernance? Qui définit la politique du pays? C'est le président de la République, surtout dans un régime ultra-présidentiel comme celui du Sénégal. On n'a pas un régime parlementaire. Bon, donc pour revenir maintenant au poids... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas Macky Sall intitulé personae qui est rejeté par les populations, mais c'est le mode de gouvernance, la manière dont les affaires sont aujourd'hui chapeautées par le régime de Macky Sall. Permettez-moi de vous dire que... Ceci est différent du scénario qu'on a eu en 2012, où c'est un homme et son régime qui ont été rejetés par les populations. Si barrière il y a, elle est fluide. Moi, je ne vois pas très bien. Elle est très tenue, la frontière. Si elle existe, si la frontière existe, elle est fluide. Permettez-moi de vous dire que le chef est toujours responsable sous tous les cieux. Si Hissène Habré est aujourd'hui en prison, c'est parce qu'il est responsable, mais tout le monde sait que Hissène Habré n'allait pas dans les cellules pour torturer les gens. Si aujourd'hui le Mali demande l'extradition de ATT, c'est parce qu'il a été chef suprême des armées, président de la République, et il a perdu la guerre dans des conditions qui interpellent les Maliens et qui l'interpellent lui. Mais tout le monde sait que ATT, général, président de la République à Koulouba, il ne prenait pas son fusil, il ne montait pas à l'assaut à Gao. Mais le chef, il est toujours responsable. Donc la gouvernance qu'on a ici, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit rejetée, cette gouvernance, elle est de la responsabilité de Macky Sall. Donc laissez-moi développer mon argument autour, effectivement, de l'érosion de cette popularité du président de la République. Mettons de côté le mot audience pour prendre popularité parce que c'est encore plus vivace. Alors je crois que, donc, on doit en tirer les leçons. Et ce n'est pas honteux. Mais en France, le président Hollande vient de connaître un affaissement dans les sondages, alors qu'il a été élu et bien élu. Une raclée électorale. Très bien, vous allez même plus loin et plus sévèrement que moi. Et il a rectifié le tir immédiatement. Hérault a été balayé et Valls est arrivé. Mais ça, c'est la respiration de la démocratie. Ça, ce sont les péripéties qui accompagnent toute gouvernance démocratique. Donc, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne à tirer les leçons de l'arrivée de Wade. Alors, pour moi, il faut en tirer les leçons. Et se remettre en cause, vous voulez dire? Oui, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, de toutes les façons, les leçons, on ne les tire pas pour rien. On les tire, c'est pour effectivement les exploiter à bon escient. Donc, ce n'est pas méchant de tirer les leçons. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à tirer les leçons d'un événement de façon particulièrement correcte. Quels sont les contours de ce bouleversement, de ce processus de remise en cause qui devrait peut-être intervenir dans les prochains jours? Est-ce qu'il faut carrément changer de cadre, de gouvernail? Je crois que le président Macky Sall doit mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire travailler beaucoup et traquer moins. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas traquer. Parce que si la traque est synonyme de reddition des comptes, tout le monde applaudit. À commencer par moi, qui suis soucieux de la défense du patrimoine financier du pays. Non, ma position est très claire. Mais j'ai eu à dire, même sur les ondes de la RTS, traquer et travailler. Traquer et travailler. Je crois que c'est le diptyque.
Le président Macky Sall doit faire ça. Traquer si c'est nécessaire, mais travailler et travailler beaucoup. Ce sont les résultats probants, convaincants qui réélisent un président de la République. Ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des discours. Et je crois aussi qu'il faut assumer une posture particulièrement fertile en efficacité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyager moins, s'occuper des questions domestiques. Il a été malheureusement piégé par des responsabilités africaines dont il pouvait se passer. Ce fameux comité d'orientation du NEPAD, les APEX, il les prend en charge alors qu'il y a Alassane Ouattara qui a fait toute sa carrière dans les arcanes de la haute finance internationale. Il était mieux indiqué que Macky Sall pour gérer le dossier des APEX, c'est-à-dire la négociation commerciale avec l'Union européenne. Alors, mettre l'accent sur les affaires du pays, sur les questions domestiques, obtenir des résultats et emprunter, si vous voulez, le boulevard de la réélection. L'histoire est là pour nous fournir des références. Comparaison n'est pas raison, mais elle peut avoir toujours une valeur heuristique, c'est-à-dire pédagogique. Lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 58, il est revenu au pouvoir en 58. De 58 à 69, il n'a pas quitté, à 62, il n'a pas quitté la France. Sauf une fois pour aller voir Konrad Adenauer. Oui, mais vous n'allez pas comparer la situation de la France de 58 à celle du Sénégal de 2014. Si, dans une certaine mesure. Le général de Gaulle avait du pain sur la planche. Il y avait la guerre d'Algérie qui était un boulet que la France traînait. Il y avait la monnaie française qui était par terre. Donc il fallait créer le nouveau franc. Il y avait également le souci de la France d'étreiner sa qualité de membre du club des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Donc il fallait créer une bombe atomique. Le général de Gaulle s'est consacré à ça. Pour revenir au Sénégal, Macky Sall, je lui conseillerais de s'occuper du dossier casamançais. C'est un boulet que nous traînons. Et la fermeture de la frontière gambienne montre l'acuité de ce dossier. Ensuite, l'emploi des jeunes. Parce que l'emploi des jeunes, c'est l'émergence jusque dans l'assiette des Sénégalais. C'est l'émergence jusque dans les cabanes. Ça n'a rien à voir avec cette émergence qui est aérienne et qui est dans le cosmos. Alors, c'est donc dire qu'avec deux choix, deux priorités, on peut poser des actes qui débouchent sur des résultats tellement probants que l'adversaire politique sera affolé. Pourtant, le président de la République a mis l'accent depuis son accession au pouvoir sur la gouvernance à travers la traque des biens mal acquis, mais également sur les réformes. Est-ce qu'avec cette marée humaine qui a déferlé le 25 avril sur la voie de dégagement nord, est-ce que ce sont ces choix politiques, ces choix économiques qui ont été rejetés par une partie de la population? Bon, il faut une lecture plus fine pour aller jusque dans certains détails. Et puis, il n'est pas facile de sonder les cœurs et les reins. Ce dont je suis sûr, c'est que le mécontentement est là. Il est latent, il est larvé, il est palpable, il est tangible. Ça, personne ne peut le nier. Bon, vous me direz qu'il n'y a pas un pays au monde où tout le monde est content, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous sommes une démocratie et chez nous, le suffrage universel, c'est un excellent repère. On ne peut rien faire en dehors du suffrage universel. Parce que c'est celui qui donne le pouvoir, c'est lui qui arrache le pouvoir. Ça, c'est un. Or, le suffrage universel, c'est vous et moi, c'est tous les Sénégalais, en tout cas tous ceux qui sont inscrits sur le fichier électoral, tout le corps électoral. Bien, alors, cela dit, les réformes, il faut les catégoriser. Prenons par exemple l'acte 3. Je n'ai rien contre l'acte 3. Mais ce sont des réformes qui, dans une conjoncture économique comme celle du Sénégal, restent fumeuses. Ce sont des réformes qui restent fumeuses. L'impact n'est pas pour demain, encore moins pour après-demain, même si c'est utile. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Alors donc moi je pense que les priorités se situent ailleurs. Surtout que cette réforme-là, elle est aussi fastidieuse, assez compliquée à comprendre. Alors donc pour les Sénégalais, ça c'est la non-priorité. Malheureusement, le régime semble en faire une certaine priorité. Alors donc je crois que le paquet de réformes n'est pas mauvais, le paquet n'est pas mauvais dans l'absolu, mais encore une fois, il faut hiérarchiser les priorités et se soucier des priorités qui collent directement à la préoccupation immédiate des Sénégalais. Sans oublier aussi que quand on gouverne, comme Macky Sall, alors bénéficiaire d'un premier mandat, on doit se convaincre qu'on ne peut pas tout faire. Un pays, il est comme ça. Senghor a construit nos institutions, Abdou Diouf a procédé à un ajustement structurel qui a assaini notre économie, au point que lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, lui-même disait que les caisses sont pleines. Alors, Macky Sall, il hérite d'une situation très difficile, mais aussi il prend des initiatives qui sont très hardies. Il a été chercher l'argent un peu partout, il est revenu. Je crois qu'il doit mettre l'accent sur le travail qui a une portée sociale.
et sur le dossier Casamance. Si Macky Sall résout le problème Casamance, s'il crée l'emploi, mais je vous dis que il pourra se frotter les mains parce qu'effectivement, il aura en mai des résultats tellement probants que la campagne électorale sera certainement, celle de 2017, une sorte de promenade. Pourtant, de quand on pensait qu'avec l'avènement des bourses de sécurité familiale, la mise en branle de la couverture maladie universelle et également la mise en œuvre des instruments de financement des PME et de l'économie tels que la BNDE, le FONGIP, le FONSIS, que Macky Sall était en train de prendre en charge cette masse de la population qui a été oubliée sous l'ère Abdoulaye Wade. Vous savez, moi, je ne suis pas un nihiliste. Je ne dirai jamais que rien n'a été fait. Je ne le dirai jamais. Effectivement, j'y ai parlé tout à l'heure d'initiative hardie. Donc, quelque part, je complimente, je rends hommage. Mais aussi, ma liberté de ton, le souci de critiquer ce qui est critiquable, me commande aussi de vous dire ceci. Et j'emprunte la formule à Mamadou Touré, qui a fait une longue carrière au FMI. L'économie réelle, c'est le ventre et la poche. Tout le reste n'est que littérature économique. Abdoulaye Wade nous parlait de 40% du budget consacré à l'éducation nationale. Et pourtant, si vous allez dans les villages, vous voyez encore les hangars. Certains élèves sont dans des taudis. Alors, les 40% ne sont pas de façon pertinente reflétés dans le panorama scolaire sénégalais. Alors, c'est donc dire que les choses sont très compliquées. Ce n'est pas parce qu'on a initié ceci, on a initié cela, qu'on peut en tirer une conclusion hâtive et surtout une conclusion à la limite apaisante et soporifique qui donne le sommeil. Non, il faut rester toujours en alerte. Alors, l'autre fait d'actualité, c'est que l'ancien président a occupé la scène politico-médiatique pendant 2 semaines. Du côté de la majorité présidentielle, est-ce que la réaction a été à la hauteur de l'attaque, de l'affront subi? Est-ce que vous avez senti un engagement, une volonté de faire face au camp de l'opposition? J'ai vu des bravades, j'ai vu des cafouillages, j'ai vu également des maladresses. Et il y a des bribes de discours qui m'inquiètent. Parce que le discours martial... Qui pose problème aux Sénégalais aussi. Oui, le discours martial n'est pas compatible avec la démocratie. Le discours martial n'est pas compatible avec la démocratie. En démocratie, la vocation de l'opposition est d'être mordante. La vocation de l'équipe gouvernementale est d'être performante. Donc, quand une opposition est mordante, il faut lui donner une réponse performante. Pourquoi? Parce que, encore une fois, sous tous les cieux, l'opposition a le ministère le plus facile. Le ministère de la parole, de la provocation et à l'occasion du sabotage. Tandis que le président de la République et son gouvernement, ils ont l'État sur les épaules. Donc, ils doivent éviter un corps à corps, surtout des corps à corps intempestifs. Il y a l'image du collier cher et beau sur le cou du président de la République. En face, il n'y a rien. Alors, quand vous avez un collier qui est cher et qui est joli autour du cou, vous devez éviter encore une fois les corps à corps intempestifs et inutiles. Deuxièmement, il y a des bribes de discours, je me répète, qui m'inquiètent. L'ordre sera maintenu, a dit le Premier ministre. La sécurité des Sénégalais sera renforcée. Mais ce sont des évidences. Ils ont été élus pour assurer notre sécurité, pour assurer notre tranquillité et pour assurer notre stabilité. Mais ce n'est pas une raison aussi pour tuer la démocratie. C'est-à-dire le Sénégal est un pays qui repose sur 2 piliers. J'allais même dire la République. Alors, on a le pylône, le pilier de la démocratie, donc des libertés, et de l'autre, bien entendu, on a le pilier, le pylône de la République, c'est-à-dire d'un système de valeurs qui stabilise le pays et qui lui fournit des offres politiques extraordinairement appréciées à travers le monde. Pour être encore plus concret et plus prosaïque, j'attire l'attention des gouvernants sur certains jugements qui sont erronés. Ils vous disent, et le président l'a dit lorsqu'il était à New York ou à Washington, au moment où le tuyau de Keur Momar Sarr avait pété, passez-moi l'expression. Mon gouvernement ne sera pas déstabilisé. Alors ils sortent les muscles, ils roulent les mécaniques. Vous savez, l'armée, la gendarmerie et la police ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer à l'APR. L'armée ne peut pas se substituer à l'APR. La police ne doit pas se substituer à l'APR. L'APR doit forger des réponses politiques contre le PDS.
C'est ça une démocratie. Vous savez, l'armée, la gendarmerie, la police, c'est des institutions dont nous sommes héritiers. Les chefs d'État, quand ils viennent, ils trouvent des officiers qui ont déjà 3 barrettes ou 4 barrettes. Des institutions qui ont fait preuve de beaucoup de responsabilité dans la gestion de cet épisode. Et dont je me félicite. Et qui expliquent la fierté des Sénégalais en Afrique. Alors, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se faire des illusions. Vous êtes président de la République, vous avez des officiers en face de vous qui ont eu le bac comme vous, qui ont étraîné leur barrette de capitaine et de commandant avant votre arrivée au pouvoir. Donc, ils ne vous doivent pas grand-chose. Ils vous doivent la subordination républicaine parce que vous êtes légitime. Mais armée pour armée, police pour police, sécurité pour sécurité, le Shah d'Iran, qu'est-ce qui lui manquait? L'armée la plus puissante du Golfe Persique, le service de renseignement le plus redoutable, la SAVAK, dirigé par le général Nassiri, n'empêche une foule immense, une marée humaine aiguillonnée par le Allah Akbar de Khomeini, la balayée, en dépit de l'armée puissante, en dépit de la SAVAK redoutable. C'est donc dire que le problème se situe au plan des valeurs démocratiques qu'il faut pérenniser dans ce pays. Le meilleur bouclier pour un chef d'État, ce n'est pas l'armée, c'est le peuple. Si vous êtes légitime, si le peuple est content, le peuple souverain qui fournit la légitimité, qui élit les gens, si le peuple souverain vous sert de bouclier, vous pouvez être tranquille. Deuxièmement, et un détail très important, je crois qu'il y a lieu aussi de revoir l'entourage du président de la République. Vous savez, on est en politique, on n'est pas en religion, on n'est pas en copinage, on est en politique et on est au service du pays. Chez les hommes politiques, ce qui compte, ce sont les collaborateurs politiquement précieux. Pardonnez-moi la répétition. Politiquement précieux, c'est-à-dire qui ont des bases. Ça nous ramène à la fameuse question de Staline, le Vatican, combien de divisions? Prenez les collaborateurs du chef de l'État qui ont marqué l'événement dont nous parlons, qui ont tenu le haut du pavé, qui ont été les plus en vue. Je ne veux pas citer des noms. Ils ont combien de comités à travers le pays? Ils ont une base à Koungheul ou à Matam? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et ils encadrent le chef de l'État. A contrario, le président Senghor, qui était professeur agrégé, il avait des collaborateurs politiquement bien installés dans le pays et qui n'étaient pas forcément des lumières au plan universitaire, mais qui étaient des orfèvres de la politique. Ousmane Ngom à Thiès, c'était un analphabète. Théophile Diamsa à Gossas, c'était un commerçant. Donc il faut se guérir dans certains complexes. Un président doit travailler avec les gens qui peuvent lui être politiquement précieux et utiles. Parce que quand l'heure de vérité va sonner, le véritable bouclier, c'est le peuple. Ce n'est ni l'armée, ni la police secrète, ni les services de renseignement. Alors, à part quelques échappées solitaires du côté de l'APR et des alliés, la majorité est restée presque aphone. Est-ce que vous en déduisez que Macky Sall est un président seul et très seul? Mais la majorité, elle est plurielle. La majorité, elle est le reflet d'une coalition de coalition. D'une coalition de coalition, c'est-à-dire Benno Bokk Yakaar. Mais Macky Sall est un géologue. Il sait qu'une coalition n'est jamais un bloc monolithique, comme une pierre. La coalition n'est pas un bloc monolithique, encore moins granitique. La coalition, c'est un conglomérat de partis. L'appareil politique de l'APR aussi n'a pas bien fonctionné. Oui, il y a 2 remarques à faire au niveau de l'APR. C'est-à-dire un déficit de management face à l'adversité. Ensuite aussi un péché originel que l'APR traîne. Vous savez, Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Son parti a été créé en 2009. C'est incroyable. S'il y a un homme que Dieu aime bien, c'est Macky Sall. S'il y a un homme qui a la baraka avec un grand B, c'est Macky Sall. Vous vous rendez compte, Maïmouna? Vous créez votre parti en 2009, vous arrivez au pouvoir en 2012. Dans une Afrique où il faut la longue marche de Mao Tse-tung pour accéder au pouvoir. Jusqu'au moment où je vous parle, Ahmed Ould Daddah n'est pas arrivé au pouvoir. Alpha Condé, il s'est opposé à Sékou Touré et à Lansana Conté. Alpha Oumar Konaré, pendant combien de temps face à Moussa Traoré? Jusqu'au moment où je vous parle, Étienne Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir. Alors Macky Sall, entre 2009 et 2012, il arrive au pouvoir. Mais quel baraka! Mais ça donne aussi une contrepartie un peu délicate, dans la mesure où l'APR, disons le pouvoir de Macky Sall plus globalement, ressemble à un immeuble qui n'a pas de rez-de-chaussée. Or, un immeuble sans rez-de-chaussée pose problème. Le PS, en dépit de ses faiblesses électorales actuelles, le PS a un ancrage national, parce que le PS vient de loin. Le PS est le sous-produit de l'UPS, qui elle-même venait du BDS de Senghor. Alors, l'AFP aussi a un ancrage indiscutable. Par contre, l'APR, son odyssée est exceptionnelle. 2009-2012, vous arrivez au pouvoir, vous gouvernez, vous êtes là, vous représentez un immeuble, mais sans rez-de-chaussée. D'où la nécessité de procéder à une massification, à une restructuration.
Encore une fois, je me répète, le président Macky Sall, tout azimut, c'est-à-dire sur tous les tableaux, il doit mettre les bouchées doubles. Alors, l'Alliance pour la République est minée par des frustrations personnelles et des luttes internes. La coalition Benno Bokk Yakaar est dans le calcul politique permanent. Le canal entre la primature et la présidence de la République est brouillé et ils en ont encore donné la preuve dans cette mini-crise du retour de Abdoulaye Wade. Quelle conclusion est-ce que le président de la République devrait tirer de cette présente situation et quelle devrait être sa posture? Non. Ça dit, votre question renvoie à la cuisine politique de la paire. Alors vraiment, je préfère ne pas y mettre les doigts. Parce que ça, c'est la cuisine. C'est la cuisine politique. C'est la cuisine politique. J'allais dire la tambouille. On appelle ça tambouille politique. Oui, mais il y a une conclusion qu'il faut en tirer. Il y a une posture qu'il faut avoir pour faire face à l'adversité. Quelle est cette conclusion? Quelle est cette posture? Non, j'ai tout à l'heure dit que le président doit mettre les bouchées doubles. Reprendre son parti en main, se séparer ou régler le problème de la coalition de manière définitive, initier un remaniement gouvernemental? Non, ça ce sont des péripéties. Ce ne sont pas forcément des panacées. Plus globalement, le président de la République doit prendre en charge la gouvernance. Bon, il va sans dire que dans une république, avec tout ce qu'on a comme manette et comme levier, personne ne peut concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Ça, c'est indiscutable. Hein? Ça, c'est indiscutable. Personne ne peut concentrer dans ses mains et toutes les manettes et tous les leviers de commande. On est obligé de ventiler. Par conséquent, le pouvoir républicain est à la fois un pouvoir centré et diffus. Cela dit, quand je parle de prise en charge de la gouvernance, c'est-à-dire être plus présent, être plus exigeant. Le roi Hassan II était un roi paresseux. Mais il avait l'art de téléguider, même à distance. Hassan II se réveillait après 10 heures, après-midi. Mais ça marchait comme sur des roulettes dans son royaume. Donc il y a des techniques comme ça. Prendre en charge la gouvernance. Moi, j'ai le sentiment que le président Macky Sall ne prend pas en charge directement la gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'il doit être partout. Nul n'a ce don d'ubiquité. Mais quand même, il y a une capacité de contrôle qu'on doit asseoir. Tanor Dieng ne s'est pas prononcé par rapport à cette présente situation. Idem pour Moustapha Niasse Abdoulaye Bathily qui est tenu maintenant par un devoir de réserve. C'est une situation que vous trouvez normale? Ah non, attention, le Parti Socialiste s'est prononcé. Le Parti Socialiste, je parle de Tanor Dieng mais on parle forcément en son nom. Wilane ne parle pas sans le feu vert de Tanor quand même. Wilane n'est pas un individu isolé. Wilane, il est membre de la direction parti. Donc ce qu'il dit engage le parti. On n'a pas besoin de cacophonie à ce niveau-là. Il ne faut pas que Wilane parle, que Tanor parle, que Serigne Mbaye Thiam parle à la fois. On n'entendrait rien du tout. Wilane a parlé, sa voix est autorisée, et permettez-moi de vous dire que Wilane a été vif et violent à la limite. Wilane, il a été même radical. Ce qui pose d'ailleurs un autre problème. Parce qu'en fait, moi je suis contre l'épreuve de force avec Abdoulaye Wade ou avec une opposition. L'épreuve de force, c'est la solution facile. Encore une fois, il y a des réponses politiques qui n'ont rien à voir avec l'épreuve de force. Une épreuve de force, c'est une sorte de guerre. On sait quand elle commence, on ne sait pas comment elle va se terminer. Alors donc, je crois que le problème n'est pas d'être radical. Il s'y ajoute aussi que le PS n'a pas un mandat. Ça, ce sont des évidences qui semblent perdues de vue par Macky Sall. Le PS n'a pas de mandat. L'AFP n'a pas de mandat. C'est lui seul qui est bénéficiaire du mandat des électeurs sénégalais. C'est lui seul qui répondra demain devant le tribunal de l'histoire. Je ne parle pas de la CREI là, ça c'est rien par rapport au tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est celui qui mentionne dans les manuels scolaires nos faits, les meilleurs comme les pires. Alors ce tribunal est beaucoup plus redoutable que la CREI. Babacar Justin Ndiaye, il y a eu une réponse économique avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, mais l'espoir est vite douché par une annonce très préoccupante de la fluctuation du taux de croissance. Alors qu'on espérait 4,6%, l'on apprend qu'on en est à 2,5%, ce qui nous relègue à l'arrière-plan dans la sous-région. Ce qui prouve que la croissance ne se décrète pas, elle se mérite et elle est le fruit d'un travail. J'ajoute aussi que la croissance croissante n'a pas de sens. La bonne croissance, c'est la croissance diffuse, celle qui se répercute dans la vie des gens. Encore une fois, je cite Mamadou Touré, l'économie réelle, c'est le ventre et la poche.
Tout le reste n'est que littérature économique. S'agissant du PSE, alors il faut faire... je ne suis pas un spécialiste de ces questions économiques, mais je n'ai rien contre le PSE. Par contre, il y a le volet infrastructure tel qu'il a été décliné qui m'inquiète relativement à l'autoroute qui va être prolongée. On nous dit que l'autoroute sera prolongée vers 2 lieux de pèlerinage. Donc 2 grands foyers religieux du Sénégal. Touba et Tivaouane. Touba et Tivaouane. C'est très bien. Mais au moment où l'équation de la frontière gambienne se pose avec acuité, est-ce que l'autoroute qui désenclave ne serait pas celle qui va de Diamniadio à Kaolack? Par ricochet et dans la foulée, cette autoroute désenclaverait la Casamance, qui a besoin de désenclavement. De Kaolack à Tambacounda aussi. Bon, mais ça, c'est pas pour demain matin, parce qu'une autoroute coûte cher. Mais un tronçon vital, essentiel, comme Mbour-Kaolack, désenclaverait la Casamance, par ricochet, par incidence la Guinée-Bissau, la seconde Guinée, Guinée-Conakry. Le Mali a déjà le corridor qui le connecte, mais l'autoroute rendrait encore la connexion plus fluide et plus ample. Alors donc, quand on me dit qu'on va pousser des autoroutes en direction de Touba et de Tivaouane, moi je reste médusé. Ce sont des lieux de pèlerinage qui sont extrêmement importants, mais la véritable émergence, elle doit être d'abord économique avant d'être spirituelle. Un vieux dicton français dit « la cuisine est plus ancienne que la mosquée ». Je pourrais aussi dire que la cuisine est plus ancienne que la synagogue. La cuisine est plus ancienne que la cathédrale. Pour être un bon musulman, pour être un bon chrétien, encore faut-il être économiquement bien loti, ou en tout cas un minimum de bonheur. Thomas d'Aquin disait « la vertu a besoin d'un minimum de bien-être ». Alors donc, moi je crois que le bien-être est primordial pour avoir une spiritualité exemplaire. Alors, pour boucler, dernière question, pour boucler ce chapitre sur Abdoulaye Wade et la gouvernance de Macky Sall, y a-t-il une rupture fondamentale à opérer dans la présente situation? Vous savez, moi je me méfie des mots, du fétichisme des mots, des pièges que la sémantique tend. Et ce gouvernement a une sémantique qui le piège. On nous parle de gouvernance vertueuse et sobre. Passez-moi l'expression. Ce sont des inepties. Ce sont des concepts creux. On a vendu du vent au président. Mais en vérité, la gouvernance sobre, la gouvernance vertueuse n'existe pas. En sciences politiques, il y a 2 gouvernances. La bonne gouvernance, la mal-gouvernance, point barre. Gouvernance vertueuse, gouvernance sobre, ça ne veut rien dire. Alors, ce sont des concepts comme ça qui piègent. Parce que lorsque vous dites gouvernance vertueuse, et au nom de la transhumance qui semble nécessaire, vous faites venir des gens qui n'ont pas été vertueux, en tout cas par rapport à ce que la clameur publique dit. Ça pose problème. Vous êtes piégé par votre propre vocabulaire. C'est vous qui avez parlé de gouvernance vertueuse. Et pendant ce temps, Moustapha Cissé Lo dit, dans la paire, il n'y a pas un texte qui interdit aux voleurs de venir. Alors, donc il y a contradiction entre la gouvernance vertueuse et la main tendue aux voleurs, pour reprendre le mot de Moustapha Cissé Lo. Alors, on pouvait faire l'économie de ces mots qui se retournent contre ceux qui les prononcent. Disons simplement bonne gouvernance, mal gouvernance, la gouvernance vertueuse n'existe pas, la gouvernance sobre n'existe pas, la gouvernance sobre a pour nom l'austérité. Mais l'austérité, c'est une composante de la gouvernance, et qui est d'ailleurs conjoncturelle. Parce qu'aucun pays au monde ne voudrait vivre encore sous le régime de l'austérité indéfiniment. Mais quand l'austérité s'impose, on l'applique. Et après, on passe. Donc ces notions-là sont des notions bidons, qui coûtent cher, et qui mettent le pouvoir en porte-à-faux avec certaines valeurs qu'il veut également un peu plus loin. Donc vous rejetez le mot rupture? Non, en fait, rupture. La rupture, elle est consubstantielle à l'action politique. On ne peut pas répéter. En politique, il y a une mobilité intrinsèque. Macky Sall ne peut pas faire ce que Wade a fait, pour la bonne raison que Wade a été écarté, pour ses pratiques qui étaient détestées. Alors Macky Sall se barricade dans un silence assourdissant depuis une semaine. Est-ce que c'est une posture qui peut s'avérer payante? D'aucuns disent qu'il faut se méfier des silences de Macky Sall. Moi j'aime le silence au plus haut niveau de l'État, surtout quand il s'agit du président de la République. Vous savez, le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc il y a la supériorité du silence sur la parole. Ça c'est le premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture nous renvoie à une réalité typiquement de chez nous. Le fameux Ninki Nanka, le dragon. Vous n'avez jamais vu un dragon. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais on nous décrit le dragon en des termes tellement démentiels que tout le monde en a peur. Mais la force du dragon, la peur que diffuse le dragon,
vient effectivement de sa non-visibilité. Alors, un chef d'État ne doit ni parader ni bavarder. Il doit gouverner. Naturellement, on parle quand il faut parler. On sort quand il faut sortir. Mais je suis d'accord avec ce silence, je suis en phase avec ce silence, parce que dans ce domaine, le bavardage ne paye pas. Parlons de l'une des premières victimes de la mise en branle de la gouvernance vertueuse. Je veux parler de Karim Wade. L'accueil de son père peut-il être assimilé à une séance d'intronisation pour le fils? D'intronisation en direction de quoi? D'intronisation en direction des joutes. D'intronisation en direction des joutes électorales. On a vu des militants brandir des photos et rappeler à l'effigie de Karim Wade et de son père. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas besoin de lire les pensées d'Abdoulaye Wade parce qu'elles ont été justement étalées. Abdoulaye Wade dit qu'il vient pour s'occuper de son fils. Naturellement, il vient aussi pour reconquérir son parti, lui donner un bail de 50 ans à nouveau, etc. etc. C'est pas un aveu qui a été fait. Hein. On remarque même que dans le discours qu'il a prononcé au niveau de la permanence, il a évité de trop prononcer le nom de Karim Wade et de s'appesantir sur sa situation. Ce qu'il n'a pas évité face à Christophe Bouabouvier. Sur RFI, il a parlé longuement de Karim Wade. Il a dit qu'en Afrique, les procès ne se gagnent pas devant les magistrats, mais ailleurs. Les procès politiques, bien entendu. Il ne parle pas de n'importe quel procès. Mais passons sur ces détails-là. Votre question porte précisément sur quoi encore? Sur Karim Wade. Est-ce que cet accueil de Abdoulaye Wade peut être assimilé à une intronisation de manière intelligente? Wade en a fait le candidat du Parti démocratique sénégalais en 2017, quand il dit qu'il y a des sondages qui donnent Karim II face à Macky Sall. Vous savez, Wade est un homme politique. Il dit tout ce qui conforte les intérêts de son parti et tout ce qui conforte ses calculs. Mais les paroles de Wade ne sont pas forcément... Mais est-ce qu'une telle position conforte les intérêts des éventuels aspirants à l'élection présidentielle de 2017 au sein du Parti démocratique sénégalais même? Bon, ça, encore une fois, c'est la cuisine, la tambouille interne du PDS. J'ajoute seulement que le PDS a indiscutablement un problème de succession. Ça, personne ne peut nier. D'abord, il y a l'âge du patron, en l'occurrence Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, le contraste est saisissant. D'un côté, on a un homme qui boucle sa carrière politique, pour des raisons que vous devinez, l'âge et tout. Donc, la vie politique d'Abdoulaye Wade est crépusculaire. Je ne parle pas de sa vie biologique, mais sa vie politique, au sens efficace du terme et au sens prometteur du terme, est bouclée. Alors, mais le contraste, c'est quoi? C'est que voilà un homme d'un certain âge, au crépuscule de sa carrière, qui s'est insufflé la vitalité à un parti qui était moribond. Alors donc il y a là un coup de maître. Et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'il porte le titre de maître. Bon, alors cela étant dit, ce qui me paraît essentiel, c'est que en un temps record, l'emprisonnement a dopé Karim. Je vous rappelle que Karim, tout puissant ministre d'État du ciel et de la terre, son père, président de la République, Karim avait du mal à gagner dans son bureau de vote. Or, aujourd'hui, tous les gens honnêtes qui ont vu les images de l'accueil, qui sont immergés dans la population, qui montent dans les cars rapides, qui écoutent et qui entendent, constatent qu'il a remonté la pente. Je ne dis pas qu'il gagnerait une élection comme Abdoulaye Wade. Moi, je ne dis pas des choses que je ne peux pas mesurer, encore moins contrôler. Bon, mais il y a une certaine remontée de sa cote. Qu'est-ce qui explique ça? C'est justement la traque. Et si vous voulez, nous parlons de la traque et je vais vous donner mon sentiment sur ça. Une traque qui serait mal pilotée? Oui, en vérité, sur la traque, je ne veux pas être bavard. Pour des raisons que vous devinez, je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Quand une affaire est pendante devant la justice, je suis laconique là-dessus. Donc très peu bavard. Cela dit, je ne parlerai pas de procédure par conséquent. Je ne suis pas maître Ousmane Sy, avocat. Je ne suis pas maître Doudou Ndoye, un orfèvre de la procédure. Moi, je vous parle en tant que citoyen et accessoirement en tant que politologue. La traque déclinée comme une reddition des comptes, tout le monde applaudit. Mais dans cette affaire de traque, c'est moins la procédure que je ne domine pas que le pilotage. J'ai choisi le vocabulaire pilotage en lieu et place de procédure. C'est le pilotage qui est problématique, notamment au niveau de l'opinion. Tenez, Abdoulaye Wade a consommé combien de premiers ministres? 6. On peut les énumérer. Moustapha Niasse,
Mame Madior Boye, Idrissa Seck, Macky Sall, Hadjibou Soumaré et Souleymane Ndéné Ndiaye. 6 premiers ministres en 12 ans. Il a consommé combien de gouvernements? Aujourd'hui, le Sénégal est un pays inondé d'anciens ministres. Tellement la gouvernance de Wade rimait avec une cascade de formation et de dissolution de gouvernement. Donc plus de 100 ministres, 6 premiers ministres. Seul Karim Wade est en prison. Les gens se disent, qu'est-ce que c'est que ce pilotage à géométrie variable? Quand on pilote une traque, le pilotage doit être rectiligne, mais un pilotage à géométrie variable. 100 anciens ministres, 6 anciens premiers ministres, seul Karim Wade est au trou. Les gens s'interrogent. S'interroger, ça ne veut pas dire voter pour Karim. S'interroger, ça ne veut pas dire faire l'éloge de Karim. S'interroger, c'est s'interroger. Parce qu'effectivement, nous sommes des citoyens et non des moutons. Nous nous posons des questions. Deuxièmement, des ministres sous Abdoulaye Wade ont été entendus au niveau de la section de recherche. La haute cour de justice a été réactivée. Et peut-être qu'on s'achemine vers un jugement ou vers une traduction devant les tribunaux de ces anciens ministres. Ça, c'est le futur. Ça, c'est le futur. Je veux y croire. Mais au moment où nous parlons, sur des dizaines et des dizaines d'anciens ministres, je vous dis que sous Abdoulaye Wade, le Sénégal a été inondé d'anciens ministres, avec 6 premiers ministres, au moment où nous parlons, et depuis 2 ans, seul Karim Wade est autour. Deuxième remarque, la traque. Bien entendu. Vous accréditez la thèse de la conspiration politique dans cette affaire? Non, pas forcément. Pas forcément. Je n'accrédite rien du tout. Mais je me pose des questions qui sont élémentaires. Encore une fois, un pilotage ne peut être crédible que lorsqu'il est rectiligne. Mais un pilotage à géométrie variable pose problème. Tenez, l'organisme le plus emblématique de la gouvernance économique de Wade, c'est l'APEX. Où est sa patronne? Elle a été bombardée ministre. Ensuite, elle se retrouve à la barre. Et pourtant, vous savez bien que pour être dans les organisations internationales, il vous faut dans une certaine mesure la bienveillance de votre gouvernement. Quel que soit votre profil, votre expertise, vos diplômes, si votre gouvernement s'oppose farouchement à votre entrée à l'UNESCO, vous n'y serez pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a été ministre sous Wade qu'on est forcément coupable de détournement de deniers publics. Qui établit une culpabilité? Moi, je ne peux pas établir une culpabilité. Je ne suis pas outillé, je ne suis pas magistrat. Mais je suis en train de faire des remarques qui crèvent les yeux. Avant de parler de la personne Aminata Niane, j'ai parlé de l'organisme. Donc moi, ce n'est pas la personne qui m'intéresse, mais l'organisme qui captait les investissements, qui les ventilait. L'organisme qui a été le plus emblématique de la malgouvernance de Wade, puisqu'on nous dit qu'il a mal gouverné et qu'il faut traquer. Alors, l'organisme le plus emblématique de la gouvernance de Wade, de la gouvernance économique précisément, c'était l'APEX, qui est devenu sa patronne. Alors, ça pose des problèmes de pilotage. On s'achemine vers un procès de Karim Wade dans 2 mois. Est-ce que Abdoulaye Wade a intérêt à ce que ce procès se tienne? D'aucuns disent qu'il accourt auprès de son fils pour lui éviter un procès parce que le sachant beaucoup moins solide que lui. Un mot encore sur la gouvernance économique d'Abdoulaye Wade en rapport avec la traque. Je boucle rapidement. Permettez-moi de vous dire que la traque a 2 vertus, vise 2 objectifs. Bien entendu, il faut sanctionner ce qui mérite d'être sanctionné, mais il faut aussi faire en sorte que les mœurs de gouvernance soient assainies, qu'on ne vole plus ou qu'on vole moins. Donc, qu'on le veuille ou non, la traque a un soubassement pédagogique. En dehors même de la dimension pénale, il y a un soubassement pédagogique. Mais le soubassement pédagogique, pour être crédible, il doit être aussi articulé à la conjoncture politique et à l'actualité politique. Encore une fois, je reviens à l'APR et sa transhumance. Si vous faites venir des gens qui sont poursuivis par la clameur, comment pouvez-vous convaincre que la traque a une vertu pédagogique? Ce n'est pas possible. Quand vous dites que même les voleurs peuvent venir, pour reprendre la phrase de Moustapha Cissé Lo, à partir de ce moment, la traque est altérée pour ne pas dire oblitérée. Mais enfin, Moustapha Cissé Lo n'est pas une personnalité déterminante dans le système Macky Sall. Permettez-moi de vous dire que c'est l'un des pionniers de l'accession. Alors venons-en à l'imminence du procès de Karim Wade. Oui. Est-ce que Abdoulaye Wade craindrait un procès? Bon, ce que craint Abdoulaye Wade, je ne le sais pas, je ne suis pas son confident. Moi, je ne suis pas membre du PDS. Mais Abdoulaye Wade a parlé, et il a parlé de façon limpide. Il a dit sur RFI que ce procès qui est devant lui, il le prendra en charge. De quelle manière détaillée, je ne sais pas. Mais lui, c'est lui qui a parlé. Il le prendra en charge. Parce que lorsqu'il dit qu'en Afrique, les procès politiques ne se gagnent pas devant les magistrats, c'est parce que certainement, il a d'autres recettes. Bon, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est que
le sort de son fils lui tient à cœur, mais ça c'est une évidence. Le sort de votre fils vous tiendrait à cœur. Encore que, moi, républicain jusqu'au bout des ongles, je ne mets pas en avant certaines caractérisations. Pour moi, dans la République, il n'y a pas de fils. Pour moi, Karim Wade n'est ni un ami ni un frère, c'est un ministre, donc un ancien ministre. Alors donc ces histoires de fils, père, neveu, etc., dans la République, c'est problématique. Alors nous devons revoir le jargon. Nous devons grimper plus haut sur l'échelle des valeurs républicaines. Voilà, nous devons grimper plus haut. Fils, neveu, oncle, machin, on met de côté. Alors, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il demande à Macky Sall de décrypter le signal où le réveil risque d'être brutal? Oh, mais encore une fois, Abdoulaye Wade fait de la politique, y compris la pratique de la guerre psychologique, c'est-à-dire la guerre des nerfs. C'est un appel à la négociation? Disons, c'est une démarche ambivalente qui mélange appel à l'apaisement et aussi menace. Mais je veux dire encore, c'est classique. Et puis, ce régime a tendance, et c'est encore un signe supplémentaire de sa frilosité, c'est-à-dire Macky Sall et son gouvernement, à prendre à la lettre les mots, les slogans et les phrases d'Abdoulaye Wade. Mais on a l'impression que ce pays manque de mémoire politique. En 1988, Abdoulaye Wade, depuis Paris, il a été plus loin. Il avait dit, si je perds les élections, je créerai le Front de Libération du Sénégal, FLS. Mais Jean Collin avait rigolé. Jean Collin l'attendait au tournant. Est-ce qu'il a créé un Front de Libération du Sénégal? Le Sénégal est libre depuis 1960. Comme disait Sékou Touré à l'endroit de ses opposants, il veut libérer la Guinée de sa liberté. Bon, mais enfin, eux aussi, Abdoulaye Wade voulait libérer quoi? Le Sénégal, en 1988. Ah, vous vous rendez compte? Mais Collin avait pris ça avec beaucoup de philosophie. Et il l'attendait au tournant. Abdoulaye Wade n'a pas libéré le Sénégal. D'abord, le Sénégal était libre. Il n'a pas enclenché une guérilla. Et il s'est retrouvé en 2000 président de la République, démocratiquement élu. Le contexte actuel va être déterminant lors des prochaines locales? Le contexte politique actuel va-t-il jouer? On est dans une sorte de laboratoire préélectoral, bien entendu. Effectivement, on est dans une sorte de laboratoire préélectoral. Il va sans dire que les élections locales sont locales, parce qu'elles se déroulent à la base. Ensuite, elles structurent les instances de base. De ce point de vue, elles sont locales. Mais ne perdez pas de vue le cordon ombilical qui existe entre la base et le sommet. Parce qu'après tout, les partis concourent au suffrage. Or, ces partis-là ont des directions. Et les directions sont verticales. Et les partis ont leur mot à dire. Alors, dans un parti, quand même, il y a de l'autorité. Les partis ont des textes, etc. qui font que, même si les élections sont locales, il ne faut pas en exclure les influences du sommet. Et c'est normal. Et Idrissa Seck dans tout ça? C'est-à-dire Idrissa Seck dans tout ça? Idrissa Seck qui effectue son retour avec un diagnostic sans appel de la gouvernance de Macky Sall. Mais Idrissa Seck est un opposant farouche qui a quitté la coalition pour s'opposer. Donc il a le souci de capter et d'exploiter tout ce qu'il y a comme mécontentement latent et larvé. Par exemple les difficultés sociales, par exemple les tensions au sein de Benno Bokk Yakaar. S'il peut les exploiter, il les exploite aussi. Alors nous allons parler rapidement d'une autre situation compliquée que Macky Sall a le devoir de gérer. Il s'agit des fluctuations du régime gambien. Yaya Jammeh qui décide d'autorité de fermer la frontière avec le Sénégal. Sur les raisons de cette posture? Vous savez, je suis obligé de cafouiller un peu et de soupirer avant de vous répondre. Je fais mien le credo des Américains quand il s'agit de leur pays. Les Américains disent « wrong or right », c'est-à-dire « right or wrong, my country ». C'est-à-dire que mon pays ait raison ou qu'il ait tort, il est mon pays. « Right or wrong, my country ». Alors donc, dans ce cas précis, il va sans dire que je ne collerai jamais la faute au Sénégal par patriotisme. Toutefois, le sens de l'observation me commande de faire précisément des observations. Pardonnez-moi la répétition. Dans cette affaire, il faut déplorer une chose. La fermeture des frontières par des syndicats de transporteurs. Mais dans quel pays sommes-nous? Vous vous rendez compte, Maïmouna? Un syndicat qui ferme une frontière? Et il semble, c'est la raison de la colère de Yaya Jammeh. Il se demande comment est-ce que des syndicats peuvent fermer une frontière pendant 3 mois sans que le gouvernement ne réagisse. Bonne question. Bonne appréciation, effectivement.
Un syndicat des transporteurs, celui de Gorokhoma, ferme la frontière avec la Gambie. Le gouvernement reste bras croisés pendant de longs mois. Mieux ou pire, il interdit la traversée par les camions appartenant à d'autres syndicats partisans de la traversée. Donc non seulement il ferme la frontière, mais il fait la police des frontières. Et pendant ce temps, le gouvernement reste bras croisés. Connaissez-vous un pays où les syndicats ferment les frontières? Mais la frontière, vous savez ce que c'est? Je vais vous donner une définition de la frontière que j'emprunte au général Ratko Mladic, un général serbe, génocidaire. Il disait, je le cite, « La frontière est tracée par le sang et bornée par des tombes. » La frontière, elle est tracée par le sang et bornée par des tombes. Ce qui veut dire que la frontière, c'est le fruit d'un conflit. La frontière, c'est le fruit d'une guerre. La frontière, c'est la cicatrice d'un conflit résolu. Alors, la frontière est très sérieuse. Fermer une frontière, c'est s'installer dans l'antichambre d'une guerre déclarée. C'est presque une déclaration de guerre. Fermer une frontière, c'est presque un casus belli. Et on laisse des syndicats fermer une frontière. Je dis, mais non, ça pose problème. Donc la riposte de Yahya Jammeh était à la limite prévisible. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. C'est le lieu de magnifier la diplomatie sénégalaise à travers mes amis Mankeur et Youssou Ndour qui ont créé le dégel et qui ont résolu plus ou moins le problème. Mais l'alerte a été chaude et je crois qu'à l'avenir, il faudra éviter ça. L'autre dimension de cette frontière gambienne est révélée par le déficit de prospective qui a caractérisé les gouvernances successives depuis très longtemps. Dès 1960, il fallait envisager des voies de contournement de la Gambie. Il y va de notre souveraineté. Il y va de notre autonomie en termes de mobilité sur l'ensemble du territoire national. Il y va de l'arrimage de la Casamance au reste du Sénégal. Mais on n'a pas pensé à ça. Bon, vous me direz que Senghor, en 1960, il devait construire des institutions. Abdou Diouf, il était pris à la gorge par l'ajustement structurel. Mais Abdoulaye Wade a eu les coups financièrement franches. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des tunnels. Il a construit des échangeurs, le tout dans la région de Dakar. Or, il y a une possibilité de contourner la Gambie sans aller jusqu'à Tambacounda. Ndiouga Ndiaye, ex-ambassadeur du Sénégal en Gambie, préconise une réponse musclée face au président gambien Yahya Jammeh. Est-ce qu'il faut envisager une prise de position ferme du Sénégal en direction du régime gambien? Mon ami Cheikh Yérim Seck dit la même chose. L'ambassadeur Ndiouga Ndiaye, vous me dites qu'il dit la même chose. Mais moi, j'aimerais qu'on me précise ce que c'est une réponse musclée. Faire la guerre à la Gambie? Annexer la Gambie? Facile à dire, difficile à faire. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'on entraîne le président. Il ne s'agit ni de faire la guerre, ni d'annexer, mais de remettre Yahya Jammeh à sa place. Ah bon? Ça, c'est notre rôle, non? Ah bon? Mais les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Mais Yahya Jammeh, il n'est pas le président du Sénégal, il est le président de la Gambie. C'est à nous de faire la police démocratique en Afrique. Mais dans ce cas, faisons la police démocratique en Mauritanie. Celui qui est en Mauritanie, il a assassiné la démocratie. Il a éliminé le président Ahmed Ould, il a éliminé le président Abdoulaye. Il s'est installé. Alors, police démocratique pour police démocratique. Faisons la police démocratique partout. Babacar Justin Ndiaye, je vous remercie de vous être prêté à ce jeu de radioscopie, de décortiquage d'une brûlante actualité politique nationale et internationale. Mesdemoiselles, Messieurs, c'est tout pour ce numéro spécial de Actu Show. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Restez avec nous sur la 2STV. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Make me your radio and turn me on.